Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être un format un peu plus long et dans lequel on va tout simplement partir d'un thème qui est pour le coup d'actualité, donc qui est les retraites, mais qui au final, je pense que pour Thibaut et pour moi, ça nous fait nous questionner sur plein d'autres sujets qu'on va traiter aussi dans cette vidéo en partant de ce thème toujours de la retraite. On va toucher par exemple des thèmes comme pour les jeunes, donc des personnes un peu comme nous, voire même plus jeunes, il y a peut-être une nécessité d'assurer son futur financier par autre chose et peut-être le prendre un peu plus en main que d'attendre quelque chose de l'État, parce qu'on verra que c'est peut-être pas qu'il n'y a rien de garanti. Quel pourrait être le rôle de la crypto? C'est quand même la thématique de cette chaîne, donc toujours ramener la crypto par rapport à ces sujets-là. Donc, est-ce que la crypto a un rôle à jouer, par exemple, dans le futur financier, notamment grâce à sa rentabilité, les stratégies qui peuvent être mises en place. Le fait aussi, pour le coup, par rapport à la retraite, être jeune actuellement, c'est peut-être pas un avantage, mais dans la crypto, il y a peut-être des choses à en tirer, des choses positives pour le coup. Aussi, comment vaincre sa peur d'investir, notamment à travers les stratégies qu'on verra aussi. Et est-ce que c'est bien de développer une vision long terme avec peut-être aussi des sujets annexes. Donc, on va essayer de traiter tout ça dans ce format qui sera un peu plus long. Et en commençant peut-être par remettre un peu dans le contexte pourquoi on va faire ça. Donc, le sujet d'actualité par excellence en ce moment, c'est la réforme des retraites qu'on a. Je pense que tout le monde a entendu parler à peu près. Et avec l'âge qui va passer, alors moi je sais pas parce que j'ai pas suivi non plus que ça, vu comme vous allez je pense le voir, on n'est pas non plus, on n'attend pas après ça pour commencer à mettre des choses en place. Ils veulent passer, tu me diras Thibaut si je me trompe, 62 à 64 ans, non? L'âge de... Je crois, je t'avoue que moi non Ouais, plus, toi, c'est ces pareil. trucs-là, On a à peu près pareil sur ce type d'actualité. Donc oui, dans tous les cas, il y a un report de l'âge de la retraite, alors un certain nombre d'années. Et au final, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a toujours, voilà, depuis je ne sais plus quelle année, mais il y a régulièrement, on se rend compte que le système des retraites ou les, euh, les législations sont toujours obligées de repousser l'âge de départ pour maintenir le système actuel en vie. Alors, on ne sait pas, voilà, il y a plein de débats que je n'ai pas trop suivi non plus. Est-ce que ça permet vraiment de remettre le système à l'équilibre ou est-ce que c'est pour faire des économies à redistribuer d'un autre côté, ça je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que voilà, bon, depuis que je suis né, l'âge de la retraite, il fait que s'éloigner. Et il y a de plus en plus de gens qui s'éloignent. Déjà, la génération de mes parents, ils partent dans des conditions qui sont peut-être moins bonnes que celles de la génération d'avant, avec des durées de cotisation qui s'allongent et des retraites qui sont de moins en moins importantes. Donc, du coup, ça nous fait aussi nous poser des questions par rapport à ça. Et après, voilà, on a plusieurs informations aussi par rapport aux lectures que je peux avoir, où on explique en gros, voilà, que notamment par rapport à la pyramide démographique en France, plus ça va aller. Et après, il y a aussi d'autres notions. Vous allez voir, on va toucher plein de sujets, de notions dans cette vidéo. Les gens de moins en moins d'enfants, il faut voir aussi peut-être le coût financier que ça a, aussi tout ce qui est éco-anxiété qui peut faire que les gens ont de moins en moins d'enfants. Donc, du coup, la pyramide démographique est en train de s'inverser, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de personnes à la retraite par rapport aux actifs. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi une notion mathématique à partir de la notion politique, ou voilà, est-ce que ça sert à financer, est-ce qu'il faut remettre des choses en place. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des grosses tendances de fond qui font que notre génération et celles qui viennent après, on pourra peut-être plus compter sur un système des retraites tel qu'il a existé pour nos parents et nos grands-parents peut-être. Et du coup, voilà, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place dès maintenant qu'on va aborder avec Thibaut? Et peut-être pour commencer, voilà, toi Thibaut, qu'est-ce que tu en penses de la retraite? Je pense qu'on assiste à des séminaires d'entrepreneurs. Voilà, le mec qui demande qui pense encore qu'on va avoir une retraite. Personne ne lève la main. Donc, peut-être bah, tu as un il petit y a mot une là-dessus prise avant de de commencer sur les autres conscience. sujets. Je pense qu'il y Ouais. a une prise de conscience de la part de pas mal de jeunes, en fait, qui se rendent compte déjà, peut-être par rapport à l'histoire et l'historique qu'ont pu avoir leurs parents, que les règles ont été changées et qu'elles sont en train de changer. C'est-à-dire que quand tu es jeune, on te dit c'est bon, tu vas travailler dans tel ou tel endroit pendant tant de temps, et puis à la fin, tu auras X montant d'euros lorsque tu auras, par exemple, 60 ans. Donc, par exemple, ça a été le cas avec pas mal de personnes que je connais qui ont été institutrices, ou qui travaillaient typiquement dans des écoles. Même professeurs, tu vois, ça peut être des professeurs agrégés ou autre chose. Pour beaucoup d'entre eux, on leur dit, bon, bah tiens, il n'y a pas suffisamment de place sur les établissements qui sont les plus demandés. Il y a pas suffisamment de place dans les établissements où c'est le plus demandé. Donc, on va aller te mettre dans des endroits qui ne sont pas forcément hyper intéressants, hein, tu vois, dans des villes ou même dans des UP. Et tu acceptes ça parce que finalement,
on te dit, bah oui, mais si tu vas dans ces endroits-là, tu pourras éventuellement partir plus tôt à la retraite, avec X montant à la retraite. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, les règles sont en train de changer parce que tu as fait tous ces sacrifices-là, tu as suivi en fait les recommandations, et aujourd'hui, on te dit, bon, bah non seulement tu t'es fait chier peut-être pendant 15, 20 ans dans un bled qui ne te plaisait absolument pas, mais en plus de ça, par la suite, eh ben, on te dit que ta retraite, tu ne l'auras pas à 60 ans, tu l'auras peut-être à 64, et puis au lieu d'avoir 1 500 € par mois, tu n'en auras peut-être que 1 200 ou 1 100, tu vois. Et donc là, pour beaucoup de gens, ça les amène on va dire, à se remettre en question, ou en tout cas peut-être se révolter un petit peu, et je comprends, ce que ressentent beaucoup de personnes aujourd'hui. Pour les plus jeunes, justement, avec tous ces changements-là, ils se sont rendus compte non seulement que les règles du jeu avaient changé, à la fois pour leurs parents, mais également aussi pour eux, parce que bah, de facto, hein, si on se rend compte que, et c'est ce que tu as dit un petit peu plus tôt, hein, depuis qu'on est tout petit, moi j'ai vu que des changements au niveau du système de retraite, j'ai pas vu, entre guillemets, on va dire enfin, on a vu que l'âge continuait de repousser à chaque fois, qu'il fallait cotiser de plus en plus de temps, que le système de retraite, on est toujours en train de grignoter un peu dessus. Donc, malgré le fait qu'on nous explique depuis tout petit qu'il faut avoir un bon salaire, qu'il faut travailler longtemps, qu'il faut avoir un bon job pour bien cotiser et avoir sa retraite, moi, ça fait un bon moment que j'ai mis une croix dessus. Et on sera amené à en parler un petit peu plus tard, je pense, dans cette vidéo. Et c'est vrai que dans l'inconscient commun, je pense que beaucoup de gens le savent aujourd'hui, s'en rendent compte. Mais il y a un peu, on va dire, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais une réflexion à deux vitesses, ou en tout cas, tu as le profil entrepreneur que tu as évoqué tout à l'heure. Quand tu es entrepreneur, justement, je pense que ça, tu l'as vraiment saisi. Et la nouvelle génération, je pense que pour beaucoup d'entre elles, l'ont saisi. Mais il y a d'autres personnes qui pensent encore, tu vois, que le système, en allant manifester dans la rue, en allant, tu vois, les gilets jaunes et tout, c'est un peu ça aussi, hein. C'est d'aller manifester pour des droits qui leur étaient octroyés à la base, et on leur a dit, bah non, finalement, tu n'auras pas ce qu'on avait prévu à la base. Ces gens-là, tu vois, ils sont encore en train de se battre contre ce système, en se disant, bah non, vous vous étiez engagé pour telle ou telle prérogative, aujourd'hui, on n'y a plus le droit. C'est pas normal, tu vois. Mais je trouve que pour les jeunes aujourd'hui, tu vois, enfin, moi, je suis part du principe que de toute façon, je ne veux pas être dépendant d'une personne, d'un homme politique, je sais pas, de quelqu'un qui va être en mesure de changer les règles un peu comme ils veulent, comme ils le souhaitent. Moi, je préfère mieux prendre mes propres décisions, pas dépendre d'une seule source de revenus, investir, développer ma propre entreprise. Ça, pareil, je pense qu'on sera amené à en parler, mais si tu dépends d'une seule source de revenus, et on considère aujourd'hui que le CDI, par exemple, c'est la panacée et que c'est la sécurité à tout prix, c'est pas le cas, tu vois, personne n'est irremplaçable. Demain, tu perds ton emploi, tu dépends d'une seule source de revenus, tu peux vite être dans des positions compliquées, même si aujourd'hui, tu as une position importante dans l'entreprise. Voilà. On connaît tous des gens qui se sont fait licencier comme ça du jour au lendemain. Donc, oui, je pense que le système de retraite, c'est une belle chose aussi. Quand on regarde dans d'autres pays, par exemple au Japon ou même aux États-Unis, tu peux voir des personnes de 75, 80 ans qui continuent de travailler dans des restaurants, qui continuent de travailler dans des jobs qui quelquefois sont clairement pas réjouissifs. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Après, les chiffres aujourd'hui vont clairement pas dans la bonne direction. Donc est-ce qu'on essaye plutôt de se préparer au pire et espérer le meilleur, ou l'inverse? Et le pari que font beaucoup de personnes, que je trouve risqué, c'est de s'attendre à ce que les gouvernements, les politiques, toutes ces personnes-là fassent le travail nécessaire pour les protéger, et qu'on puisse typiquement prendre soin d'eux lors de leur retraite. Si tu dépends d'une seule source de revenus, et si les règles du jeu sont changées en cours de route, de toute façon, tu n'auras pas ton mot à dire, parce que les règles du jeu, elles seront comme ça. Et moi, c'est un peu le parti pris que j'ai compris très tôt, quoi. J'ai commencé l'entrepreneuriat à 24 ans. À l'heure où on tourne cette vidéo, tu vois, j'en ai 29, donc j'en suis encore au début de mon parcours entrepreneurial. Et c'est vrai qu'il y a je trouve qu'il y a un vrai gap entre justement les jeunes qui sont déjà dans le monde entrepreneurial et ceux qui baignent justement là-dedans, et puis les anciennes générations, tu vois, qui ont connu un système qui fonctionnait très bien et qui ne peuvent pas accepter aujourd'hui que les règles sont en train de changer, quoi. Ouais, tout à fait. Mais après, moi, c'est pour donner des exemples très concrets. Moi, j'ai dans mon cadre familial des personnes qui sont aussi, comme le tien, institutrices, instituteurs, professeurs des écoles maintenant, comme ça s'appelle. Et les règles ont changé, mais vraiment, ils avaient signé un contrat, c'est-à-dire au début de carrière. Et en plus, c'était même pas un bac+5 qu'il fallait pour commencer, c'était un bac+3.
Donc peut-être à 20 ans, 21 ans, ils avaient signé un contrat avec l'État qui disait qu'ils pouvaient prendre leur retraite à taux plein à 55 ans. Et entre-temps, ça a été modifié. Et là, ça va encore être modifié. Et du coup, bon, ces personnes-là, elles vont partir à la retraite incessamment sous peu, donc du coup, elles ne sont pas concernées. Mais leurs collègues qui ont 2 ou 3 ans de moins qu'elles, elles sont impactées. Donc c'est-à-dire qu'on commence avec des règles du jeu, on planifie peut-être notre Notre futur vie. financier, notre vie par rapport à des règles du jeu, et entre-temps, elles changent. Alors ça, c'est dans le public, et c'est quand même... voilà, il faut le savoir que c'est un contrat avec l'État, donc l'État peut vous changer vos données. Et vous doutez bien aussi que les entreprises privées, elles font aussi ce qu'elles veulent. Donc si elles ont envie de changer les règles en cours de route parce que ça les arrange ou parce qu'elles n'ont pas le choix, elles le feront sans aucun doute. Et du coup, pour commencer un petit peu à rentrer dans le sujet investissement, comme tu l'as dit, est-ce que voilà, et je pense qu'il y a pas mal de jeunes aussi qui l'ont compris, l'ubérisation ou le fait de travailler aussi un peu à côté, faire des petits boulots, faire du freelancing, des choses comme ça. Et aussi toute la mouvance autour du core equity qu'on va pas forcément aborder, mais il y a quand même une grosse remise en question du monde du travail, comme auraient pu le voir nos parents, et comme on le voit nous avec le Covid et tout. Enfin, je sais pas si je peux dire ça sur YouTube, peut-être me faire censurer, mais bon, le virus et la pandémie qu'on a eue. Donc il y a toute une remise en question, et dans tous les cas, moi je suis assez d'accord que il vaut mieux quand même essayer d'y penser assez tôt, à son futur financier, à se mettre un peu à l'abri, même pas forcément dans une optique voilà, de peut-être comme nous, d'être entrepreneur, de faire voilà, d'augmenter son capital et d'avoir des revenus passifs, mais dans tous les cas, s'y intéresser à son futur financier, parce qu'il y a des choses qu'on attend peut-être qui ne pourront pas se passer, et dans tous les cas, et au moins pour une partie, avoir sous son contrôle au moins une partie, et si possible une bonne partie, voire la totalité de son futur financier entre les mains. Et du coup, mais pour ça, il y a l'investissement, et pourquoi pas dans les crypto-monnaies. Donc c'est pour rentrer un peu plus dans le sujet. Un des moyens, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont compris, même si c'était pas quelque chose qui est assez répandu en France ou en Europe, l'investissement sur les actifs financiers ou même sur les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui est en train de se dérouler et qui prend place sous nos yeux au final, parce que voilà, la génération de nos parents, même en France, la majorité, je pense 80% de l'investissement, c'est dans la pierre, hein, c'est de l'immobilier. Donc il y a déjà très peu de personnes qui investissent sur les marchés financiers, mais il y a de plus en plus de personnes qui sautent le pas aussi par rapport à la rentabilité que permettent ces types d'actifs, parce que non seulement voilà, il y a les règles du jeu qui changent pour la retraite, les conditions du travail qui sont pénibles, mais aussi et ça c'est un autre sujet d'actualité, c'est l'inflation. Et du coup, il faut aussi se rendre compte qu'il y a une nécessité au final de rentabilité sur la classe d'actifs ou sur l'investissement qu'on choisit pour pouvoir faire face dans le futur, parce qu'on ne sait pas à quoi pourra ressembler l'inflation demain. Peut-être qu'on va avoir une récession, peut-être qu'on va avoir une inflation qui va se calmer, mais dans tous les cas, il faut anticiper ça aussi. Et c'est pour ça que l'investissement et aussi dans les crypto-monnaies peut avoir son rôle à jouer. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ces vidéos et cette chaîne et qu'on est sur ces thèmes-là, parce que je pense que, enfin, tu vas me dire après, mais moi, je m'y suis intéressé au départ pour ces thèmes-là, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler et je me suis très vite rendu compte que le système, c'était pas jouable, quoi. J'allais pas continuer pendant 45, 50 ans ou possiblement tous les 10 ans, on allait peut-être me rajouter des années. Et pourquoi à la fin, on le sait pas. Donc du coup, moi, je me suis intéressé à l'investissement dans la crypto-monnaie par rapport à ces thèmes-là. En fait, je suis rentré voilà, dans le monde du travail et je me suis dit, mais ça va pas le faire, quoi. Faut que je trouve quelque chose pour essayer de pas dépendre de ça, parce que voilà, en plus c'était pas forcément quelque chose de très voilà, très intéressant ou quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas faire 50 ans comme ça, enfin c'est mort, quoi. Et du coup, je suis rentré dans l'investissement, mais dans la crypto-monnaie, justement un peu comme ça. Je sais pas toi, par rapport à ton parcours, comment tu as décidé d'investir aussi dans la crypto-monnaie, puisque tu es aussi investisseur? Ouais, alors la crypto, moi je m'y intéressais déjà depuis un certain temps parce que, avec mon meilleur ami, on était déjà pas mal câblés là-dessus. Alors surtout lui, il en avait déjà entendu parler, c'était en 2016. En 2016-2017, il avait commencé à investir, il avait commencé par le minage, tout ce qui était lié au masternode, et cetera. Et c'est qu'après coup, justement, après se poser la question de se dire, bah, dans quel type d'investissement on a envie d'aller. Tu vois que ça peut être la bourse, ça peut être l'immobilier, ça peut être l'entrepreneuriat, et cetera. Bah, nous, on a décidé plutôt d'aller dans le domaine des crypto-monnaies. Ce qu'on a commencé à faire au départ, c'est d'apprendre des choses pour nous, parce que c'était là où on voyait le plus d'opportunités.
certes, c'est beaucoup plus risqué que les autres types d'investissements, typiquement la bourse, l'immobilier, qui sont là depuis quand même très longtemps. Là, la crypto, je me suis dit, c'est fait partie l'une des classes d'actifs qui n'existaient pas il y a quelques années en arrière. Et si tu regardes historiquement parlant, combien de fois dans notre vie on aura la capacité de pouvoir vivre la naissance et l'émergence d'une toute nouvelle classe d'actifs? À mon avis, pas énorme, tu vois. Donc, je me suis dit, bah, il y a à mon avis quelque chose d'intéressant. Donc, on s'est formé, on a commencé à créer aussi du contenu dessus parce que quand on apprenait des choses pour nous, on commençait à l'extérieur à nous poser pas mal de questions. Donc, on a dit pourquoi pas commencer à publier, tu vois, des vidéos aussi sur YouTube, juste au départ pour faire un résumé en fait de ce qu'on apprenait. On s'est dit que si ça nous servait à nous, ça pouvait servir éventuellement à d'autres personnes. Et puis petit à petit, après, on a commencé à avoir plus de questions et puis des débutants qui nous ont dit bah, moi j'ai envie de me lancer dans la crypto-monnaie, j'ai déjà regardé vos vidéos, mais j'ai besoin avoir un truc un peu plus structuré pour investir. Donc c'est là qu'on a commencé à créer, tu vois, notre première formation en ligne. Au départ, qu'on a vendu à 197 €, puis après on l'a amélioré, 297, et puis après on l'a encore amélioré, on l'a vendu à plus de 1000 €, etc., etc. Après on est passé sur des offres d'accompagnement. Au départ, c'était pas forcément prévu. C'est-à-dire que c'est un travail qu'on faisait pour nous, puis les gens ont été demandeurs. On a proposé quelque chose, ça a marché, on a amélioré, ça a marché encore, etc., etc. L'idée, c'était d'avoir quelque chose qui nous permettait à la fois de créer et de développer une activité entrepreneuriale, parce qu'on en parlera, je pense, un petit peu plus tard aussi, mais développer une activité entrepreneuriale en parallèle de notre job salarié, c'est ce qu'on a fait pendant plus de 4 ans et demi, moi et Mickaël, du coup, pour ceux qui nous suivent sur l'autre chaîne YouTube. Mais en parallèle de ça, on voulait acquérir des connaissances transversales pour créer une boîte. Donc, c'est ce qu'on a fait, hein, créer une entreprise dans le secteur des cryptos. Et à côté, pouvoir avoir des connaissances pour investir aussi à titre personnel. Donc, en fait, on faisait 3 pierres deux coups, quoi. On développait des compétences transversales en créant une entreprise, on développait une activité entrepreneuriale et en plus de ça, on pouvait acquérir des connaissances pour investir dans la crypto. Donc, c'était vraiment gagnant sur tous les tableaux. Et ça, du coup, on le faisait en parallèle de notre job salarié parce que forcément, l'entrepreneuriat, c'est quand même aussi risqué. On n'avait pas forcément envie de partir comme ça du jour au lendemain, quitter notre emploi pour aller se dire, vas-y, je vais lancer une boîte comme ça sur Internet. Dans notre quotidien, il n'y avait personne qui connaissait ce domaine-là non plus. Mes parents ne sont pas entrepreneurs, ne sont pas investisseurs. Voilà, on était clairement seuls pour le coup là-dessus. Et par la suite, ça a très bien marché. Et c'est vrai que ce qui nous a attiré aussi dans la crypto, c'est que le marché à l'époque, quand on s'était lancé, ça avait à peine 10 ans. À peine 10 ans, quand tu commençais à t'intéresser un petit peu à ça et quand tu te rends compte un petit peu du marché auquel essayent de s'attaquer aujourd'hui les crypto-monnaies, on peut y aller plutôt d'un point de vue idéologique, mais pour les plus pragmatiques d'entre eux, c'est vraiment pour l'argent et l'écrasante majorité des gens, c'est pour l'argent. Si tu veux faire un x10 sur un marché, tu peux essayer de le faire avec le marché action ou dans le marché IMO, mais ça sera très, très, très compliqué. Alors que dans les crypto-monnaies, ça arrive très régulièrement. Donc voilà, moi, c'est ce qui m'a attiré. On n'est pas obligé de mettre énormément d'argent aussi pour en gagner beaucoup. La réalité, c'est que c'est plus difficile que ce que ça en a l'air. C'est-à-dire que ce n'est pas juste en investissant sur un petit shitcoin qu'on va faire tout de suite un x1000, même si ça a été fait par le passé. Et si beaucoup de gens ont réussi à le faire par le passé, c'est pas pour autant ce qu'on doit rechercher, je pense. Parce que là, on a beaucoup plus de chances de perdre notre argent que de véritablement en gagner. Mais néanmoins, voilà, moi au départ, c'était la capacité de pouvoir générer un capital rapidement, quitte après à le diversifier. Plus couplé, peut-être pour finir sur cette partie, du coup, toi, c'est vraiment, tu t'intéresses à la crypto, mais en même temps qu'au levier entrepreneuriat, du coup, pour rentrer dans cette case un petit peu d'assurer ton futur financier, non, à travers non seulement l'investissement, mais aussi le levier entrepreneurial. Et là, du coup, on en parlera peut-être après, mais du coup, ça, c'est aussi une stratégie qui est un petit peu, voilà, c'est, il y a des, qui va un peu plus rapide, c'est-à-dire pour obtenir, si vous voulez, votre indépendance financière, si c'est votre but, ou augmenter son capital rapidement. Effectivement, le levier entrepreneurial couplé à l'investissement, c'est ce qu'il y a de plus rapide si vous partez comme la grande majorité des gens avec, voilà, si vous n'avez pas de capital, pas de patrimoine, pas le capital famille, on va dire, qui va bien derrière, c'est effectivement une des voies les plus rapides et on pourra parler des stratégies un peu plus tard. Et du coup, tu as parlé du coup aussi de la rentabilité. Donc, pourquoi la crypto-monnaie, c'est intéressant. Donc, moi,
pour finir aussi sur la partie, moi, je me suis intéressé au départ comme investissement pour faire grossir du capital. Mais après, effectivement, ce qu'on fait sur cette chaîne, je rajoute aussi le levier entrepreneurial dessus. Mais moi, vraiment, au départ, ce que je me suis intéressé, c'est pour le côté rentabilité. Donc, pourquoi la crypto-monnaie? Si on regarde la rentabilité historique, alors après, là, il faudra peut-être refaire les... comment dire, refaire un petit peu les chiffres après le bear market qu'on est en train de vivre, hein, parce qu'on ne sait pas actuellement combien sera les performances annualisées après les performances qu'on est en train de vivre au moment où on publie la vidéo, donc début 2023. Mais on a quand même des performances annualisées sur le Bitcoin, je pense jusqu'en 2020 ou 2021, autour de 200% annualisé depuis sa création. Donc là, je pense bien évidemment, ça va baisser. On va peut-être tomber à, je sais pas, 150, 120, 100%. Mais bon, on reste quand même sur des performances qui sont exceptionnelles. En annualisé et sur le Bitcoin. Donc, il y a d'autres actifs qui permettent de faire peut-être plus de rentabilité avec, bien sûr, plus de risques aussi. Mais on reste quand même sur une classe d'actifs, comme tu l'as dit, Thibaut, qui est nouvelle. On parlera aussi des stratégies, pourquoi ça peut être intéressant d'être jeune aussi dans la crypto. Pourquoi ça peut... justement, le fait que ça soit nouveau, que ça soit pas forcément facile d'accès, pourquoi être jeune, ça peut être un avantage par rapport aux générations d'avant. Mais dans tous les cas, bien comprendre que la rentabilité dans la crypto, pour moi, ça a été quelque chose de décisif, parce que c'est vrai que j'avais pas forcément un gros capital, et un peu voilà, naïvement au début, je dis pour ce petit capital que j'ai au départ, comment je peux faire pour en tirer un maximum de rentabilité. Et c'est vrai que la crypto-monnaie, pour moi, c'était quelque chose qui est venu assez comme une évidence. Après, on parle aussi des stratégies, comment bien le faire, parce que bon, faire des erreurs au début, c'est pas forcément obligé d'avoir des bonnes rentabilités. Mais je voulais savoir aussi ton avis par rapport à ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as choisi la crypto parce que c'était un sujet qui t'intéressait, ou aussi pour la rentabilité, couplé encore une fois avec le levier Non, de mais à la l'entrepreneuriat? base, on choisit tous la crypto de façon pour la rentabilité, hein. Le côté, tu vois, idéologique, oui, ça m'a touché, mais dans un second temps. C'est-à-dire que je me suis dit, dans ma vie, de toute façon, à quoi j'aspire, c'est d'avoir une liberté à peu près sur tous les aspects de ma vie. Et la crypto aussi, ça peut jouer un rôle là-dedans, tu vois. Le côté résistance à la censure, avoir un moyen de pouvoir stocker de la valeur à travers l'espace et le temps, de manière aussi décentralisée. Puis comme j'ai dit un peu plus tôt, avoir vraiment une store of value résistante à la censure, c'est quand même un truc qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Donc oui, ça rajoute, ça jouait le rôle de liberté dans lequel je voulais m'inscrire déjà très très tôt. Mais derrière, on va pas se leurrer, hein. Si j'ai décidé d'investir dans la crypto-monnaie, c'était pour accélérer. Moi, c'est parti peut-être un peu dans cette optique-là aussi au départ, de se dire, j'ai mon job peut-être salarié au départ, je vais faire de l'investissement dans la crypto-monnaie, et du coup vivre un peu comme toi, tu vois, avec le moins d'argent possible pour pouvoir investir le plus possible. Et c'est vrai que du coup, je me suis intéressé aussi au début, peut-être aux actions, aux métaux précieux, la crypto-monnaie, un peu tout au début. Alors, erreur aussi qu'on pourra peut-être traiter plus tard, mais du coup, je m'intéresse un peu à tout pour voir faire quelque chose d'équilibré. Parce qu'au début, on dit, voilà, il faut diversifier entre plusieurs classes d'actifs, machin. Et au final, bon, je me suis intéressé à tout. Et au final, si, parce que bon, bien sûr, vous pouvez viser l'indépendance financière. Je sais qu'il y en a qui regarderont cette vidéo dans cette optique-là, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes, la plupart, ça serait plus, voilà, faire grossir un capital personnel, peut-être mettre des sources de revenus passives, pas forcément importantes, ou même ça peut être le cas, mais dans tous les cas, voilà, peut-être pas forcément dans cette optique d'être libre financièrement, mais dans tous les cas, de grossir son capital financier, voilà, faire des investissements qui soient rentables. Et c'est vrai, du coup, la crypto, c'est un levier qui est assez intéressant, parce que si vous êtes dans cette logique d'indépendance financière, dans cette logique de minimalisme, mais que vous avez ni le levier de l'entrepreneuriat, ni le levier de la crypto, il va vous falloir 50 ans. Enfin, c'est un peu la thèse qui est développée. Je ne sais pas si tu l'as lu dans, il me semble, L'autoroute du millionnaire, je ne sais pas comment c'est, de MC de Marco. Ouais, ouais. En gros, voilà, on lui dit, c'est une très bonne voie, mais c'est un peu la voie classique, un peu bon père de famille, voilà, économiser, vivre en dessous de ses moyens, investir peut-être dans la bourse, un peu dans l'immobilier. Et encore une fois, dans le cadre de cette vidéo, peut-être à la retraite, vous aurez de quoi vivre suffisamment. Mais là, on parle, voilà, d'une période d'investissement de 40, 50 ans à vivre en dessous de ses moyens, mettre en place une certaine forme, non, de minimalisme, pour au final, à 60 ans, 65 ans, être en mesure peut-être de vivre confortablement. Et c'est vrai que du coup, si vous utilisez ni le levier de la crypto, ni le levier de l'entrepreneuriat, ni comme toi les deux, du coup, pour faire une synergie encore plus puissante, il faut bien aussi comprendre que ça va être difficile. C'est pour ça que et parce qu'il y a aussi des personnes
qui sont pas forcément intéressés par le levier entrepreneurial, qui sont peut-être bien dans leur job salarié ou dans leur activité de freelancing ou d'indépendant, et qui veulent s'intéresser tout simplement à l'investissement crypto-monnaie. Et tout ça pour dire voilà, qu'il y a quand même cet aspect rentabilité et possibilité dans la crypto-monnaie que n'offre aucune autre classe d'actifs. Donc il faut savoir bien comment faire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devenues millionnaires. Alors, je ne dis pas que ça arrive à tout le monde, et là, bon, ça devient de plus en plus compliqué du fait qu'il y a de plus en plus de gens qui rentrent. Voilà, ça devient de moins en moins une classe de niche. Hein. Bon, ça reste encore très, très petit comme marché, mais il y a beaucoup d'opportunités qui sont passées, même s'il en reste encore beaucoup. Mais on va dire, les possibilités de rendement au fur et à mesure du temps se réduisent. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut s'intéresser assez tôt. Mais c'était, voilà, pour faire un point, je ne sais pas si je me suis bien expliqué, tu peux reprendre, sur le minimalisme, pourquoi le mettre en place, et aussi avoir conscience de ça au final. C'est mettre un minimalisme. L'équation de base, elle est toute simple. C'est je gagne de l'argent, c'est quoi mes charges, c'est quoi que je suis capable d'épargner et c'est quoi que j'investis. Point. Derrière, après, on peut s'amuser à changer quelques variables. Hein, et l'idée, c'est d'améliorer tous les aspects liés à cette équation-là que j'ai essayé de présenter. Mais le plus simple, au-delà de diminuer, par exemple, ses charges, je sais pas, tu dépenses 1000 euros par mois, tu vas peut-être essayer d'arrêter ton abonnement Netflix, tu vas peut-être essayer de négocier tes frais bancaires, tu vas essayer de faire jouer la concurrence aussi pour te dire, bah tiens, Free, c'est bien, mais peut-être que, je sais pas, chez Orange, c'est peut-être moins cher. Enfin bref, tu vois, tu peux essayer de négocier, et si tu peux diminuer tes charges, franchement, fais-le. Et derrière, il faut savoir que plus on va diminuer nos charges aussi, plus on va diminuer de manière exponentielle notre niveau de vie. Moi, j'ai toujours gardé un niveau de vie d'étudiant parce que, en sortant des études, j'avais déjà un niveau de vie d'étudiant. Et dès que j'ai commencé à travailler dans le milieu du travail, je n'ai pas augmenté mon niveau de vie. Peu importe le niveau d'argent et les niveaux de revenus que j'étais capable de générer à l'époque. Quand j'ai eu des augmentations de salaire, des grosses primes qui sont tombées, mon activité entrepreneuriale qui a commencé à marcher, mes investissements aussi, j'ai absolument pas augmenté mon niveau de vie. Je me suis pas amusé à acheter, par exemple, une voiture. Je me suis pas amusé à aller acheter, par exemple, ma résidence principale aussi. Je peux comprendre que certaines personnes décident de le faire. Et s'il y en a qui sont passionnés par les bagnoles, je le comprends. C'est pas mon cas, donc c'est vrai que c'est plus simple pour moi de me dire je m'en fous de les voitures parce que ça m'intéresse pas. Mais derrière, je savais ce que je voulais, je savais ce qui était important pour moi. Et le plus important à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'était de reprendre possession de mon temps et de ma liberté, de pouvoir faire finalement ce que je souhaitais faire. Aujourd'hui, je continue de travailler énormément, il ne faut pas croire. Hein. Il y a aussi plein de croyances de personnes qui se disent du moment où tu es libre financièrement, où tu es rentier, entre guillemets, si tu fais plus rien, tu prends ta noix de coco et tu sirotes ça sur la plage, c'est très, 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 très loin de la vérité. C'est souvent ce que beaucoup de gens essayent de montrer sur Internet, mais c'est très, très loin de la réalité, parce que la réalité j'ai déjà rencontré beaucoup, beaucoup de personnes qui ont gagné énormément d'argent, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les cryptos, que ce soit dans l'immobilier, la bourse, etc. Et la plupart du temps, c'est des très, très gros bosseurs et des gens qui continuent encore de bosser, et des fois même plus que des personnes qui sont encore dans un job salarié. Donc, faut pas se leurrer, il n'y a jamais rien sans rien. Il y a aussi le mythe des revenus passifs, de dire les revenus passifs, par exemple, dans le business en ligne. Alors oui, ce sera peut-être plus automatisé qu'avec un job classique où tu devras te déplacer tous les jours pour faire des trucs. Tu vas avoir plus de difficultés pour scaler une activité salariale qu'une activité en ligne. Mais derrière, la réalité, c'est que en business en ligne, il n'y a pas de revenu passif, ça n'existe pas. Demain, tu arrêtes de bosser pendant 3 mois sur ton business, ton entreprise, elle coule, quoi. Ça reste une véritable entreprise. Donc après, tout dépend de ce que tu veux faire. Mais voilà, moi, ce qui était important pour moi, c'était ça à l'époque. Et malgré le fait que lorsque j'ai développé mes revenus, j'ai préféré garder un niveau de vie très, très bas. Et je pense que l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de se dire je vais essayer de trouver tous les moyens pour essayer de négocier, tu vois, pour diminuer au maximum mes charges. Mais trop peu de personnes se posent la question de comment ils pourront faire pour gagner éventuellement plus d'argent. Et là, c'est vrai que c'est pas très simple, tu vois. Il y a des solutions. Tu peux faire donc l'entrepreneuriat. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est un super levier d'enrichissement, notamment avec toutes les possibilités qui existent sur Internet à l'heure actuelle. Mais je reste convaincu que le domaine et le levier entrepreneurial, c'est pas fait pour tout le monde. C'est clair, mais c'est pour ça qu'on va éviter c'est extrêmement ingrat. C'est extrêmement ingrat, c'est extrêmement compliqué. Mais il y a d'autres moyens de gagner de l'argent. Il y a, par exemple, le premier moyen, et après on passera au sujet que tu avais peut-être prévu, mais premier moyen, c'est
déjà peut-être éventuellement changer de job, tu vois, ou essayer de négocier son salaire. Tu vois, si à chaque fois on négocie pas notre salaire, bah, comment on peut faire pour essayer de négocier pour gagner plus d'argent? Bon, bah tiens, est-ce qu'il faut que je fasse une nouvelle formation pour être plus compétent? Ou si dans ce job-là, typiquement, j'ai pas d'augmentation ou pas d'évolution possible, bah, peut-être changer et passer à autre chose. Faire aussi de l'intrapreneuriat. De l'intrapreneuriat, c'est faire de l'entrepreneuriat entre guillemets, mais dans une boîte. Et donc, bah, derrière, il y a pas de solution miracle. De toute façon, c'est plus on met de l'argent dans l'entonnoir, plus à la fin on sera capable d'épargner et plus on sera capable d'investir si on n'a pas augmenté notre niveau de vie. Et c'est vrai que les cryptos, c'est un super levier, c'est un super accélérateur. Et je dis bien que c'est un accélérateur, c'est pas une fin en soi. Beaucoup de personnes se disent, c'est bon, je vais investir 5000 balles dans la crypto-monnaie, je fais plus rien. Voilà, je vais attendre et puis je vais devenir riche. Il va se passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et qu'est-ce que tu as créé au bout de 4 ans? Bah rien, tu n'as rien fait, tu as juste attendu que le marché pump. Et s'il pump pas et que tu investis sur un vieux shitcoin, tu n'auras rien du tout. Voilà. Et tu n'atteindras pas tes objectifs. Le plus important, c'est de travailler sur ses connaissances, sur des leviers actifs, des choses qu'on est capable de faire, des compétences transversales, des notions transversales. Et c'est ça qui va te permettre aussi de rebondir si jamais ça ne se passe pas bien. Parce que la réalité, c'est qu'il y a une très forte probabilité aussi que ce que tu vas créer, ce que tu vas faire, ne va pas se passer comme prévu. Tu vas peut-être investir sur la crypto-monnaie, tu planifies avec le bull run, avec les sites qu'on connaît, ah bah tiens, au bout de 2-3 ans, c'est bon, je vais faire un minimum de x5, x7, et puis tu arrives à la fin, ça ne se passe pas du tout comme prévu, et il y a 99% de chances que ça ne se passe pas comme prévu, et au final, bah, tu te retrouves à la fin, tu as perdu ton capital, tu as perdu énormément de temps, tu n'as pas développé des compétences transversales, tu n'as pas de connaissances spécifiques, et là, pour rebondir, c'est extrêmement compliqué. Tout à fait. Après, on va clôturer sur du coup sur minimalisme. Et au final, c'est quelque chose que Thibaut a évoqué. Et surtout ce que je voulais dire moi, je vais arriver, c'est qu'au final, le minimalisme, c'est bien, mais toujours dans cette optique d'augmenter votre capital ou votre source de revenus. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose, peut-être au début, je n'avais pas trop compris, et que là, très récemment, bon, maintenant, c'est clair à 100%, c'est que dans tous les cas, ce n'est pas une vie de passer 50 ans à compter chaque sou pour investir un petit peu, ou dans tous les cas, vivre voilà, très en dessous de ses moyens et de se priver pour peut-être avoir à la retraite suffisamment pour vivre. C'est dans tous les cas, et c'est ce qu'il a fait lui, et c'est ce que je mets en place aussi, c'est du minimalisme pour pouvoir investir, alors que ce soit en connaissance, que ce soit au travers du levier entrepreneurial ou, comme c'est suivi quand même de cette chaîne, dans la crypto-monnaie, mais dans tous les cas, avec cette optique de faire grossir son capital et de manière voilà, symétrique. On économise, on fait les efforts, mais on sait pourquoi on les fait, c'est-à-dire pour faire grossir du capital, pour et ce capital dans un outil précis, c'est-à-dire faire grossir du capital. Pourquoi vous voulez gagner de l'argent avec la crypto-monnaie? C'est quoi le but derrière? Est-ce que c'est pour réinvestir utiliser ce levier-là au travers de sa rentabilité qui est quand même assez exceptionnelle pour réinvestir dans d'autres actifs, pour dégager du revenu passif? Ou est-ce que c'est pour avoir du capital pour acheter d'immobilier? Est-ce que c'est pour acheter pour se faire plaisir aussi, tout simplement, pour acheter sa résidence principale, pour acheter une voiture? Enfin, c'est quoi dans tous les cas, le but de faire ça? Ou alors, est-ce que c'est de laisser une partie dans la crypto, faire du revenu passif? Mais dans tous les cas, comme tu l'as très bien dit, investir dans la crypto, pour investir dans la crypto et pour gagner de l'argent, il manque la dernière étape de pourquoi vous le faites. Et si vous n'avez pas ce pourquoi, on le traitera peut-être après dans le thème stratégie, ça va être compliqué de tenir et vraiment d'arriver à quoi que ce soit. Parce qu'au final, si vous dites j'investis, on verra, je fais de l'argent, mais que vous ne savez pas le sortir, que vous ne savez pas prendre des plus-values, que vous ne savez pas pourquoi vous faites tout ça, au final, il vaut mieux rien faire, quoi, limite, j'ai envie de dire. Non, puis la réalité aussi, c'est que peut-être que la crypto, c'est pas fait pour vous. Il y a beaucoup de gens qui jurent que par la crypto, et nous, c'est vrai qu'on parle presque tout le temps de crypto parce que on adore ça, parce que voilà, on a eu certains résultats aussi en investissant sur cette classe d'actifs. Mais il y a des gens à qui ça parle pas, et c'est OK. Je pense qu'il faut arrêter aussi de stigmatiser, de dire il faut utiliser la crypto, il faut absolument y aller parce que c'est le seul moyen là ici de vraiment gagner de l'argent. Il y a moyen de gagner de l'argent de partout. Demain, tu fais je sais pas, une boîte qui vend des sodas, si tu arrives à bien te différencier de la concurrence, tu vas gagner de l'argent. Si tu es bon en trading et plutôt sur les futurs, donc sur les produits dérivés, je sais pas, par exemple, sur une certaine classe d'actifs, sur les commodities, par exemple sur les métaux précieux, très bien. Et si tu arrives à devenir excellent là-dessus, peut-être que tu peux gagner beaucoup d'argent dessus. Là, clairement, je ne connais pas ce marché, notamment sur le futur, sur les métaux précieux. Mais voilà, peu importe. En fait, du moment où on est spécialisé sur un domaine, qu'on est bon et qu'en plus ça nous plaît, justement, on aura des résultats qui seront très différents de la moyenne. Pareil pour l'immobilier, tu vois. L'écrasante majorité des gens sont intéressés, en tout cas les Français, par l'immobilier. Et quand tu regardes
les résultats de l'écrasante majorité des gens, c'est quoi? C'est ils ont leur résidence principale. Pour les plus avancés d'entre eux, ils ont fait du Pinel et c'est tout. Voilà. Derrière, il y a pas, il y a pas, il y a très peu de gens en fait derrière qui font du véritable investissement, tu vois, du marchand de biens, qui font de la location courte durée ou qui font, je sais pas, du redécoupage de biens pour après faire de la coloc, etc., etc. Enfin, c'est des notions qui sont avancées, qui sont difficiles et comme chaque classe d'actifs, comme chaque type d'investissement, il y a des connaissances importantes à avoir, il y a des pièges à éviter et il y a des avantages et des inconvénients à chaque fois. Dans l'immobilier, l'effet de levier, il est hyper important. Dans la crypto, si tu veux utiliser un effet de levier et demander de l'argent à la banque pour investir dans la crypto-monnaie, tu peux toujours courir. Et tu peux faire de l'effet de levier en crypto. Hein. Tu peux t'amuser, aller sur des plateformes comme Bybit, Femex, utiliser ton effet de levier. Et là, tu as, allez, 10 chances sur 10 de perdre ton capital en très peu de temps. Voilà, en t'amusant à regarder 3 tutos sur YouTube. Donc, tout dépend de l'approche que tu veux avoir. Et je pense que le plus important, c'est vraiment que ça te parle. Si derrière la crypto-monnaie, tu dis franchement, ça ne m'intéresse pas, gérer mon portefeuille MetaMask, ma ledger, j'ai l'impression que je vais tout foirer, je vais me faire hacker. Il y a peut-être un manque de connaissances aussi, hein, ça on pourrait être amené à en parler, mais attention, c'est pas parce que ça a marché pour nous et c'est pas parce que nous ça nous parle qu'il faut absolument que ça parle à tout le monde. Je pense que le plus important c'est de trouver quelque chose qui nous corresponde, qui nous plaise et sur lequel on devient bon. Et du moment où on devient bon là-dessus, qu'on en sait plus que la moyenne des gens, bah justement on aura des résultats qui vont être différents de l'écrasante majorité des gens. Ouais, c'est clair. Et après, du coup, on va quand même essayer de recentrer parce que moi, je suis totalement d'accord avec toi. Du coup, c'est assez transversal. Vous avez compris, cette vidéo, ça part un peu comme on vient, mais du coup, c'est intéressant aussi pour peut-être aborder des sujets que vous n'avez pas pensé. Mais on va quand même revenir aussi sur l'investissement dans la crypto-monnaie parce que c'est, je pense, que ce qui intéresse la majorité des personnes, même si c'est intéressant quand même de se poser des questions parce qu'au final, il y a peut-être des choses où on entend toujours, oui, il faut investir, mais bon, peut-être, comme vous avez compris, c'est pas fait pour vous. Mais là, du coup, peut-être repasser sur, justement, tu as parlé de la notion d'avantage et que c'est pas fait pour tout le monde, mais dans le cas où c'est fait pour peut-être pour vous, et du coup je voulais aborder le sujet, du coup si vous le sentez bien aussi, quels peuvent être les avantages, notamment être jeune, par rapport aussi au thème de la vidéo qui a permis de lancer un peu tout ça, des retraites. C'est vrai qu'être jeune actuellement, bon, jeune ou moins jeune, hein, peut-être voilà, il y en a qui regardent cette vidéo qui sont peut-être plus en âge de la retraite théoriquement, même si vous avez compris que ça s'éloigne d'année en année. Mais dans tous les cas, voilà, pour la retraite, plus on est jeune actuellement, moins c'est avantageux. Par contre, je pense que dans le domaine des crypto-monnaies, comme ça implique beaucoup de technologie, même si on met de côté peut-être les stratégies d'investissement qu'on verra après, justement le fait d'être jeune et de commencer assez tôt dans le domaine des crypto-monnaies, ça peut être un gros avantage par rapport à beaucoup de personnes, et notamment qui sont peut-être plus âgées ou moins portées sur l'informatique. Enfin, moi, je vois dans ma famille, il y en a, ils sont réticents à l'usage, ne serait-ce que dans l'ordinateur. Donc, tout ce que tu as dit, utiliser MetaMask, utiliser une clé Ledger pour protéger ses fonds, enfin, c'est des choses, ils ne s'imaginent même pas que ça existe, ou ils ne s'imaginent même pas pouvoir les utiliser un jour. Et c'est vrai que nous, on a peut-être cet avantage-là d'être né dans la technologie, avoir un portable depuis assez longtemps, être sur les ordinateurs. Et c'est vrai que ça demande peut-être moins d'efforts de rentrer là-dedans, même si je ne dis pas que c'est facile, parce qu'il y a plein de choses que c'est totalement nouveau. Hein. Quand on rentre dans la crypto-monnaie, il y a des choses, on ne les a pas vues auparavant, mais il y a peut-être une barrière d'entrée qui est moins importante au niveau technologie, aussi au niveau de l'anglais, parce qu'il y a beaucoup de contenu qui est en anglais. Nous, on essaie de faire du contenu en français, parce que ça se développe un petit peu, mais voilà, il y a de ça quelques années, 95% du contenu c'était en anglais, voilà, donc et ça reste encore une langue qui est assez, la majorité du contenu et de la documentation qui est publiée dans le domaine des crypto-monnaies, c'est en anglais, et je pense que notre génération, voire ceux qui sont un peu plus âgés, on a des avantages par rapport à ça. Donc du coup, c'est aussi dans une logique d'investissement et d'avoir quelques avantages pour une fois, c'est de s'intéresser aussi à la crypto dans ce cadre-là, en ayant aussi cette base-là pour commencer, en se disant qu'on part déjà avec un peu d'avantages. Après, il va falloir bosser pour rentrer là-dedans, comprendre des choses, parce que c'est pas évident. Hein. Même quand on est une fois dedans, il y a plein de choses. On peut vite rentrer dans la technicité rapidement. Mais dans tous les cas, je pense qu'un jeune actuellement qui se préoccupe comme nous, de son avenir financier,
et qui veut s'en donner les moyens, je pense que la crypto, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour le futur. Je ne sais pas si tu partages aussi cette... Ouais, et puis après, dans la crypto, il y a plusieurs manières de faire de l'argent. Tu vois, on parle que de l'investissement, mais si demain, tu apprends par exemple Solidity, qui est le langage de programmation, notamment sur Ethereum, il y a des développeurs aujourd'hui, des jeunes qui peuvent avoir 20, 25 ans, qui sont embauchés à 400 000 balles à l'année juste pour aller coder sur certains protocoles sur Ethereum. Il y a énormément d'argent à aller chercher et pas que pour investir. Investir, je pense que c'est bien, mais derrière, si vous créez une entreprise, si vous avez des réelles compétences pour accompagner des boîtes peut-être sur le côté juridique, régulation, que ce soit sur la gestion de risque, que ce soit pour, je sais pas, même si ça peut être sur l'investissement ou ça peut être aussi pour développer des nouveaux protocoles, il y a énormément d'aller chercher parce qu'aujourd'hui, il y a un boulevard, il n'y a personne qui connaît vraiment tout ça. Il y a peut-être quelques personnes qui sont assez bonnes dessus, mais il n'y a pas grand monde. Et sur le marché du travail, si vous voulez aujourd'hui pouvoir donner vos termes d'emploi, c'est juste dingue. Il y a la dernière fois, j'ai vu le thread de quelqu'un sur Twitter qui expliquait que lui, donc il avait une boîte dans la crypto-monnaie et il expliquait que c'était très compliqué de recruter aujourd'hui des développeurs pour plusieurs points différents. Le premier, c'est que déjà, il y a un manque de compétences, c'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas véritablement des compétences élevées, si tu veux, en termes de programmation, de développement, etc., principalement sur Ethereum. Que les bons, la plupart du temps, eux, ils ont clairement plus besoin de travailler parce que soit ils ont créé leur boîte, soit ils sont déjà multimillionnaires. Donc ceux qui restent, c'est pas la crème de la crème. Mais en plus de ça, pour ceux qui restent et qui pourraient potentiellement être bons, c'est des gens qui derrière vont dire OK, alors vous donnez par exemple 200 000 euros annuels pour un job qui demande de travailler 50 heures par semaine. Alors non, je ne vais pas travailler 50 heures par semaine, je vais par exemple en travailler 25. Je vais faire que du télétravail, je n'ai pas envie d'être en présentiel. Et en plus, ça ne va pas être 200 000 que vous allez me donner, vous allez m'en donner 300 000 par exemple. De toute façon, si tu as besoin de ces gens-là, c'est pas toi qui est en position de force en tant qu'employeur, c'est le salarié. Hein. Enfin, entre guillemets, c'est le salarié ou le prestataire. Et la plupart de ces gens-là, de toute façon, ne veulent pas être salariés, ils veulent plutôt être prestataires. Donc, il faut voir où est-ce que vous voulez mettre vos pions. Et c'est là où ça revient aussi aux infos qu'on a dit un petit peu plus tôt sur le fait peut-être de se réinventer, de se dire bah tiens aujourd'hui je sais pas, ça fait 25 ans que je suis dans un emploi où je suis payé 1500 balles par mois et j'ai pas la capacité de négocier ou bref c'est pas possible, bah, je sais pas, essayer de se réinventer. Je ne dis pas aux gens de devenir tous développeurs sur Ethereum, mais il y a aujourd'hui des possibilités, c'est pas simple, il faut se former, il faut se remettre en question, il faut essayer de faire des trucs, mais de toute façon ça va pas nous tomber tout cru. Et moi, quand j'ai essayé de me fixer l'objectif de liberté financière en moins de 5 ans en partant de zéro, si j'attendais en disant c'est bon, je mets tout sur Dogecoin et que j'attends, non, bah, y a aussi une forte probabilité que ça ne marche pas. Donc, derrière, qu'est-ce que je mets en place, quelle est la méthode que je vais avoir, quel est le niveau de risque que j'ai envie d'avoir, quel est l'équilibre que j'ai envie d'avoir, et au final, on y va. Et éviter d'attendre, comme ce qu'on a dit un peu plus tôt avec le régime des retraites, à ce qu'il y ait un potentiel président qui se dise ah bah oui, c'est vrai, tiens, je vais vous donner 500 balles de plus pour la retraite. De toute façon, même s'il y a des points qui sont changés par la suite, ça ne changera pas la vie. Ça ne changera pas la vie. C'est pas, tu vois, quand on parlait de l'inflation aussi un peu plus tôt, ils ont donné quoi comme prime d'inflation? C'était 50 balles, je ne sais plus ce qu'ils avaient filé, 50 balles comme prime d'inflation. Enfin bref, tu vois, c'est rigolo, mais tu vois, nous, on sait qu'on n'en a pas besoin et je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la misère, dans la difficulté. Et je sais que ce discours-là, ça peut faire peur à beaucoup de gens ou même certains que ça peut énerver. Et je le conçois, tu vois. Entre guillemets, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais dans ma vie, à titre personnel, je sais que je ne veux pas dépendre d'une tierce personne et surtout quelqu'un qui n'aura pas les mêmes intérêts que nous en tête. L'objectif d'un président de la République ou d'un homme politique ne sera pas à ce que vous passiez votre retraite plus tôt avec plus d'argent à la fin du mois. Ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est de se faire réélire. Donc, il va vous promettre tout un tas de trucs. Et puis, lorsqu'il sera mis au pouvoir et lorsqu'il aura son mandat, bah, il va commencer à grignoter. Il va dire, c'est bon, maintenant, j'ai eu ce que je voulais. On va commencer à leur donner 2-3 os à ranger. Et puis après, bon, bah, on va commencer à rogner un petit peu sur le système de retraite. On va commencer à rogner sur 2-3 trucs. Mais le deal de départ ne sera de toute façon pas respecté, ou il y a très peu de chances qu'il soit respecté. Oui, après, c'est sûr, mais bon, on s'est un peu éloigné encore une fois du comment c'est jeune. Mais du coup, tout à fait, tu as raison. Après, peut-être pour ceux qui sont pas forcément la fibre technique, j'ai envie de dire, il y a des emplois dans la crypto-monnaie. Alors, à part de l'investissement, on va y revenir très bientôt, vous inquiétez pas, mais il y a peut-être aussi du marketing, tout simplement des personnes qui sont bons dans la vente, dans le marketing. Si vous regardez un peu les offres d'emploi, il n'y a pas que du développeur. Effectivement, c'est là où il y a plus de
les revenus sont exceptionnels parce qu'ils en cherchent. Il y a même, tu disais une anecdote, non seulement ils imposent les conditions, mais en plus ils font carrément du blackmailing, hein, donc c'est-à-dire ils font, une fois que tu es embauché dans une boîte, il y a d'autres boîtes, on essaie de vous débaucher de partout, on reçoit peut-être 100 offres d'emploi chaque semaine, et donc du coup vous arrivez et tu dis mais maintenant voilà, on a commencé le projet, ça fait 3 mois que je suis là, mais si tu me files pas 50 000 là tout de suite, moi je pars dans une autre boîte, ils m'attendent, il n'y a pas de souci. Du coup, ça, c'est les développeurs qui sont le plus recherchés, mais il y a aussi beaucoup d'emplois du dans le marketing, management et tout. dans la vente, du service client. Enfin, je veux dire, là, en ce moment, bon, ils sont plutôt en train de réduire la voilure avec le bear market parce qu'ils avaient peut-être aussi trop embauché sur la période 2020-2021 où ils avaient une grosse demande, notamment service client, en termes de communication, marketing, service KYC. Mais du coup, c'est quand même une industrie qui pulse, bon, qui est aussi cyclique. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités pour quelqu'un qui, comme tu l'as dit, qui a envie de changer, de se réorienter ou qui pense à la crypto-monnaie. Il n'y a pas que l'investissement, même si on va en reparler maintenant. Il y a aussi toute la partie, tout simplement, faire partie de cet écosystème d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai qu'il y a peut-être même des choses qu'on n'a pas évoquées. Donc, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi si on n'a pas pensé. Développer des services, rendre des services, ça peut être le community management. Tu vois, tu disais qu'il y a des boîtes qui licencient en bear market. C'est vrai, mais au moment où on tourne cette vidéo et au moment où on échange, Binance, par exemple, c'est l'inverse. Ils embauchent et eux, ils font que du travail remote, donc de chez eux. Tu peux faire du community management, tu peux faire tout un tas de trucs, répondre aux services clients quand sur le petit chat là, lorsque les gens posent des questions sur la plateforme, tu peux répondre. Alors c'est sûr que c'est pas glorieux, hein, c'est pas un truc où tu vas dire c'est génial, mais il y a moyen de faire de l'argent, beaucoup d'argent, d'être dans un domaine d'activité en plus peut-être qui peut être plus intéressant que celui où on pouvait se retrouver il y a quelques mois en arrière. Donc je pense que voilà, derrière, on sait que cet écosystème va être amené à se développer. Les parts de marché aussi vont prendre de plus en plus d'ampleur par la suite. Donc, vous pouvez faire partie de cet écosystème d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais, et puis après, comme tu dis, c'est peut-être pas forcément la grande porte service client, mais au moins tu résous des problématiques, tu fais partie de cet écosystème parce que tu vas peut-être résoudre des problèmes, les gens ils vont t'appeler, dire mais je sais pas comment faire ça, je sais pas comment accéder à mes trucs, tu vas voir les points de blocage et peut-être ça peut donner des idées pour toi, ça peut te faire prendre conscience de certaines choses. Donc je pense dans tous les cas c'est quand même intéressant, ne serait-ce pour les connaissances. Et après, je vais peut-être recentrer sur la partie investissement, c'est-à-dire bon c'est bien de se dire on va commencer, on est jeune, ça nous intéresse, mais je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont peur de se lancer. Ça va être le cas de personnes qui regardent cette vidéo, de se dire, ok, ça va donner envie d'investir, parce que c'est peut-être, voilà, j'espère que ça vous a amené à réfléchir, ouais, c'est vrai, la retraite, l'investissement, bon, est-ce que je me lancerai pas là-dedans? Mais il y a quand même cette peur, au final, d'investir, qui est quand même assez présente chez beaucoup de personnes, et moi, je le vois. Et bon, sur toute petite communauté que j'ai actuellement, mais aussi que j'ai commencé avec voilà, mes proches, mes amis, ma famille, il y a beaucoup de gens, et pourtant, j'ai passé des heures à expliquer, à essayer de faire voir, mais au final, ce qu'ils en retiennent, c'est ça nous fait peur. On n'a pas envie de perdre notre argent, les risques technologiques. J'ai entendu au journal, voilà, la petite mamie qui malheureusement s'est tout fait voler. Bon, souvent, c'est pas la technologie, mais là c'est l'aspect humain qui prend le dessus. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette peur d'investir. Du coup, peut-être parler pour les gens qui sont encore là d'abord et qui sont intéressés par l'investissement dans la crypto-monnaie, justement, comment faire pour limiter cette peur d'investir et si c'est la voie que vous choisissez pour vous impliquer dans cet écosystème. C'est-à-dire, bon, je décide d'investir dans la crypto, j'ai un peu peur, mais comment on peut faire pour limiter, passer au-delà et commencer à investir un peu plus sereinement. Donc, je ne sais pas si tu veux commencer, sinon... Ouais, moi je dirais qu'au départ, le plus important, c'est déjà de se former et de comprendre ses objectifs, ce qu'on veut faire. Si j'avais des recommandations à faire, c'est pas commencer par le trading, faire plutôt de l'investissement long terme, comprendre les bases. Ça sert à rien de commencer à investir sur le top 500 de CoinMarketCap si on ne sait pas ce qu'est le Bitcoin, l'Ether, si on n'est pas capable de sécuriser correctement ses crypto-monnaies. Commencer du début, s'il faut 1 an pour se former, pour commencer à comprendre vraiment comment fonctionne l'écosystème, et si on a envie d'investir, se laisser le temps, il n'y a rien d'urgent. Il n'y a qu'à voir au moment où on tourne cette vidéo, le Bitcoin, il est, je crois, à 19 000 $ par exemple. Il y a 5 ans en arrière, en 2017, il était à 20 000. Donc tous ceux qui disaient ouais, c'est bon, on ne descendra jamais en deçà du précédent plus haut du cycle précédent, on voit que ce n'était pas le cas. Ceux qui avaient acheté au plus haut en 2017, pour ceux qui revoient la vidéo du coup 5 ans après ou qui investissent 5 ans après, ils sont encore dans le trou pour peu qu'ils n'aient pas fait de DCA. Donc ce que j'ai appris par expérience, c'est qu'il n'y a rien d'urgent.
vous avez le temps, prenez le temps qu'il faut. Et si au final, après avoir pris le temps, la réflexion et les connaissances nécessaires, vous vous rendez compte que c'est pas pour vous, c'est très bien aussi. Vous vous investirez sur autre chose. Ça peut être sur un ETF, ça peut être sur l'immobilier, ça peut être, je sais pas, créer une boutique e-commerce, peu importe. Mais voilà, trouvez quelque chose qui va vous parler à vous et comprendre que la peur qu'on a d'investir, on l'a tous ressenti à un moment donné. Mais que cette peur, la plupart du temps, elle est aussi liée à de l'irrationnel, souvent par rapport à peut-être la méconnaissance qu'on a d'un domaine en question. Et souvent, ça vient aussi de la peur d'autres personnes qu'on a pu côtoyer autour de nous. Quelqu'un qui a perdu de l'argent, qu'on considérait comme étant bon dans son domaine et on s'est rendu compte qu'il avait perdu de l'argent. Et on se dit, bah, si lui, qui était théoriquement bon, il a perdu de l'argent, moi aussi, je devrais en perdre. Moi, je me suis rendu compte par expérience que ceux que je considérais comme étant bons dans leur domaine à l'époque, mais donc j'ai quand même pas mal de connaissances, que ce soit en bourse, que ce soit en immobilier, que ce soit dans les cryptos, dans l'entrepreneuriat. Bah, au final, ces gens-là étaient clairement pas bons. C'est juste que nous, à l'époque, on n'y connaissait vraiment que dalle. Eux, nous, on était au niveau -10, eux, ils étaient peut-être au niveau 3. Et voilà, du moment où on a lu quelques bouquins, on s'est renseigné, on a commencé à mettre des actions en place, on se rend compte que derrière, beaucoup de gens font aussi n'importe quoi. Donc voilà, moi, le b.a.-ba, c'est vraiment de se former, de ne pas croire tout ce qui se dit sur Internet, de ne pas suivre les vieilles recommandations YouTube des gens qui vont dire le top 10 des crypto-monnaies pour mars 2023, parce que ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de l'argent. On fait de Ouais, l'argent tout à en fait. comprenant sur quoi on investit, quoi. Ouais, je t'ai laissé partir pour voir, mais effectivement, je te rejoins tout à fait sur le thème de la formation. Et c'est vraiment moi, quelque chose qui m'a aidé énormément. C'est de se former au début. Parce que c'est vrai que la peur, au final, ça vient de l'inconnu. Et bon, c'est dans la vie en général, mais ce qu'on connaît pas, on sait pas à quoi s'attendre. Et du coup, on préfère rester sur des choses qui sont peut-être moins intéressantes que d'aller parce que tout simplement par confort ou qu'on n'a pas envie de s'y frotter. Mais c'est vrai que quand on commence à apprendre, petit à petit, tu t'enlèves des leviers, des verrous dans la tête, de se dire, bah oui, mais au final, d'accord, bon, il y a le côté cyclique, il y a le côté, bon, je peux peut-être réduire un peu le risque en mettant en place telle stratégie. Il s'est passé ça par le passé, donc peut-être que dans le futur, on peut espérer quelque chose au moins similaire, ça peut peut-être pas se répéter. Et c'est vrai que du coup, tout ce côté formation, alors que ce soit à travers des livres, et, voilà, des séminaires, regarder YouTube aussi, ça va être nécessaire. Et ne serait-ce que, je voulais aussi aller un peu plus loin, par rapport au... Parce que vous, bien sûr, si vous êtes dans cette logique d'investissement, il va falloir se former continuellement. Dans la crypto, c'est hyper important parce que ça bouge très très vite. Mais il faut aussi être en capacité de pouvoir, comme tu l'as dit aussi Thibaut, jauger qui c'est qu'on a en face. C'est-à-dire que il y a beaucoup de contenu qui est pas forcément très intéressant dans une stratégie d'investissement telle que nous on la présente, peut-être un peu long terme. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais il faut aussi pouvoir ne serait-ce qu'avoir un socle minimum de connaissances pour pouvoir juger si on nous raconte des conneries ou pas, hein, grosso modo, parce que c'est quand on débute, on regarde plein de choses, dire il a peut-être raison, on sait pas trop, au final, on débute et c'est normal, et on écoute des choses et on peut se demander aussi est-ce qu'il a raison ou pas. Et c'est vrai que moi, plus j'avance, plus quand je suis beaucoup plus critique par rapport à certains contenus. C'est-à-dire là, je dis non, mais ça, je suis pas tellement d'accord. Et ça permet aussi de développer son esprit critique pour pouvoir continuer sa formation qui est nécessaire dans tous les cas, mais en choisissant, en filtrant plus les informations et le type de contenu et les personnes que vous écoutez. Parce que c'est vrai qu'au début, on va prendre un peu tout ce qui passe, tout ce qui nous tombe sous la main, on va regarder, et il y a beaucoup de choses avec le recul que j'aurais pas dû regarder ou pas dû écouter, ou tout simplement où j'ai perdu mon temps. Ouais, puis vous savez jamais qui c'est que vous avez en face de vous. C'est pas parce que quelqu'un a 300 000 followers sur Internet qu'il en sait forcément plus que l'écrasante majorité des gens. Alors, il a peut-être une chaîne YouTube, il est peut-être là depuis un certain temps, mais vous savez pas ses intentions derrière. Peut-être que lui, quand il va vous présenter un projet, il a été payé pour pouvoir présenter ce projet. Vous pensez que sincèrement, il va pouvoir donner l'avantage, les inconvénients du projet en question s'il a été payé 40 000 balles pour présenter le projet sur YouTube? Absolument pas. Son objectif n'est pas que vous fassiez de l'argent, mais lui, tout simplement, c'est de prendre sa paye. Et on ne peut pas lui jeter la pierre non plus, hein. C'est son business, c'est son entreprise. C'est comme ça. Et derrière, il faut savoir les règles du jeu pour pouvoir aussi se protéger et se prémunir. Et la meilleure façon aujourd'hui de vous prémunir et de vous protéger, c'est comme l'a dit Théo, c'est d'avoir un esprit critique, de faire attention à qui vous allez accorder, entre guillemets, votre confiance, même si je pense que dans le domaine des crypto-monnaies, vous ne devez accorder votre confiance à personne à part vous-même, même pas à nous, même si on essaye de faire attention à ce qu'on dit, d'essayer de mesurer nos propos, de donner notre point de vue. On a des biais cognitifs, on peut se tromper, on a fait plein d'erreurs par le passé,
on continuera d'en faire. Et voilà, on n'a pas la science infuse, et c'est ce qu'on explique tout le temps. L'idée de ces contenus et de tout ce qu'on publie, c'est de vous permettre de vous forger un esprit critique pour que vous arriviez in fine à prendre vos propres décisions d'investissement, parce que la réalité, c'est ça. La réalité, c'est que quand vous comprenez ce que vous faites, que vous comprenez votre stratégie d'investissement, les projets dans lesquels vous avez décidé d'investir, que vous mesurez à chaque fois le risque, et ça c'est super important, que vous mesurez le risque par rapport à votre fonctionnement personnel et par rapport à vos objectifs personnels, c'est là que vous allez obtenir des résultats. Et ce n'est pas en essayant de rechercher la simplicité, en essayant de rechercher le top 10 des altcoins pour mars 2023, etc., que vous allez réussir, parce que vous pouvez vous amuser. Hein. Nous, on a fait pas mal de vidéos justement là-dessus, de ces gens-là justement qui s'amusent à dire le top 10 de 2023-2024. Vous regardez les performances au moment où ils ont publié la vidéo. Hein. Vous vous amusez, vous regardez la vidéo, vous regardez les projets qu'ils ont publiés et le cours de ces crypto-monnaies au moment où ils ont publié la vidéo, et vous regardez au moment là où on publie cette vidéo. Vous pourrez vous amuser à regarder les performances de ces crypto-monnaies. Peut-être qu'il y en aura une qui aura marché sur les 100 vidéos qui ont été publiées, mais pour l'écrasante majorité, c'est des shitcoins qui n'existent plus et dont la plupart d'entre eux ont été présentés parce que c'était des low cap, typiquement inférieurs à 5 millions de market cap, et ils savent qu'ils ont une suffisamment grosse communauté pour faire pumper le prix. Et ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ceux qui ont des grosses communautés, achètent les coins avant de publier la vidéo. Au moment où ils publient la vidéo, il y a tout le monde qui va FOMO pour aller acheter ces vieux shitcoins, et eux, là, ils vendent. Ils vendent, et à la fin, tu te retrouves avec la patate chaude et en ayant perdu ton capital. C'est pas comme ça que vous faites de l'argent, et c'est surtout pas non plus en courant après des fois 100 et des fois 1000. Même si c'est dans la crypto-monnaie, c'est possible, c'est atteignable, ça existe, ça a existé et ça risque encore d'exister par la suite. Néanmoins, en misant sur du x100, x1000, etc., vous avez tellement plus de chances de perdre l'intégralité de votre capital rapidement qu'en ayant une vraie approche, en essayant de vous dire, je sais pas, je vais faire même un x5 ou même un x10, c'est déjà très bien. Si vous comparez le x10 que vous êtes capable d'avoir peut-être en un bull run sur des crypto-monnaies qui sont théoriquement moins risquées, entre guillemets, le temps qu'il vous faudrait pour faire un x10 sur du S&P 500 ou en investissant dans l'immobilier, vous pouvez y aller. Hein. D'ailleurs, il faut mettre aussi en lien les performances qui existent sur des classes d'actifs qui sont beaucoup plus implantées et celles qu'on considère comme étant pourries dans la crypto-monnaie, alors qu'en réalité, c'est énorme. Faire un x10 sur 2 ans sur votre capital, c'est juste monstrueux en fait. Ouais, ben là, on revient sur le thème du début de pourquoi s'intéresser à la crypto, la rentabilité et la place que ça a dans la stratégie financière. Bon, vous voyez, tout est lié. Et du coup, ouais, tout à fait d'accord. Et pour rebondir aussi sur le thème des top altcoins, alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui font ça, donc ça c'est plutôt le spectre, voilà, du côté du plus négatif. Mais il faut aussi comprendre que ça marche bien ce type de vidéo. C'est pour ça que beaucoup de personnes en publient quels sont les types d'actifs, parce que c'est ce que les gens recherchent, et j'espère que vous ne serez pas dans cette mentalité-là d'aller au plus facile, sans effort, et voilà, l'information déjà tout digérée en disant voilà, je regarde le top altcoin, top je sais pas quoi, machin, mars 2023, et j'investis là-dessus sans rien, voilà. Prendre une décision d'investissement en 5 minutes à partir d'une vidéo de ce type-là, clairement, pour moi, c'est quelque chose qui est contre-productif. Hein. C'est même pas, on va pas dire que c'est neutre, c'est que ça va à l'encontre de vos intérêts sur le long terme, parce que c'est pas ça qui fera que vous réussirez. Comme l'a dit Thibaut, vous pouvez avoir de la chance, faire un x1000 sur une recommandation, mais au moment où vous publiez la vidéo, le mec, très clairement, il en sait rien. On peut avoir des indicateurs, on peut penser que ça peut marcher, mais promettre un rendement qui plus est timé, c'est-à-dire si on vous promet un rendement sur une certaine période de temps, là, développer l'esprit critique, ça sert à ça aussi. C'est quand c'est trop haut pour être vrai, c'est que ça l'est pas. Même s'il y a des opportunités exceptionnelles dans la crypto-monnaie, faut pas se leurrer, c'est pas en investissant avec 5 minutes de recherche, même pas la recherche, juste parce que quelqu'un que vous suivez, que vous considérez qui connaît plus que vous a dit d'investir là, et que sur cette année-là, ça va faire un x100, et du coup vous investissez. Pour moi, il y a clairement un souci, et c'est pas comme ça que vous allez arriver à avoir des résultats sur le long terme. Et c'est pour ça aussi, et c'est le thème suivant que je voulais aborder, qu'il faut absolument avoir une stratégie et être prêt à s'y tenir et à travailler, parce que ça sera pas, bon, s'il y a des opportunités, comme on l'a dit, mais qui sont assez importantes, elles n'arrivent pas comme ça. Ça, c'est encore une fois, bon, on va peut-être pas se faire des copains en disant ça, mais c'est pas simple, hein, même comme on l'a dit,
aussi quand on commence la crypto-monnaie, il y a beaucoup de contenu sur le trading parce que les gens ils s'imaginent voilà, qu'en regardant 2-3 vidéos, on va pouvoir faire du trading depuis chez soi et gagner beaucoup d'argent. Là, encore une fois, c'est faux. Et l'investissement, c'est pareil. Ça, c'est pas forcément rapide, c'est pas forcément simple et ça demande dans tous les cas beaucoup de temps d'apprentissage avec une courbe qui peut être assez longue pour pas mal de personnes. Et donc, du coup, il faut quand même faire cet effort et pour pouvoir mettre en place une stratégie. Et nous, ce qu'on recommande, ce qu'on a fait, ce qui marche pour nous, ce qui continue de marcher, c'est une stratégie plutôt sur le long terme qu'il faut commencer à mettre en place le plus tôt possible. Dans tous les cas, essayer de partir dans cette optique de formation, d'investissement, mais toujours s'intéresser. C'est vrai qu'au début, on n'a pas envie, parce que c'est vrai que c'est pénible de se dire je m'intéresse, pourquoi je fais ça il y a beaucoup de personnes qui disent je vais investir, comme ça je vais faire de l'argent, après je ferai des trucs. Oui, mais quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu investis? Combien? L'objectif temporel. Et du coup, c'est vrai que au début, c'est pas la partie la plus fun, la plus sexy, on va dire, entre guillemets. C'est vrai que c'est mieux de bouger l'argent, faire des investissements, j'achète, je vends. Mais il faut quand même, moi, c'est avec le recul, s'intéresser le plus tôt possible et vraiment, idéalement, j'ai envie de dire, même avant d'investir le premier euro, avoir déjà un semblant de stratégie, un semblant de plan pour pouvoir en tirer le maximum de bénéfices et pour pouvoir aussi apprendre de vos erreurs parce que voilà, tout le monde va en faire. Nous aussi, on en a fait. Bon, on essaie d'en faire le moins possible, mais bon, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, avoir cette idée de stratégie, c'est-à-dire pourquoi j'investis, combien j'investis, sur quelle période de temps et quels sont mes objectifs potentiels et quand est-ce que je vais sortir, qu'est-ce que je vais faire cet argent. Donc, c'est tout ce processus, c'est-à-dire j'ai de l'argent, je l'investis, qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe, prendre en compte les scénarios, réduire le risque et jusqu'à la sortie potentiellement d'argent, retirer des plus-values, est-ce que je réinvestis, est-ce que je sors, bon, tout ça. Et je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'il faut, enfin, je sais pas, toi, comment tu as fait pour mettre en place justement ta stratégie, ça pourrait être intéressant, tiens. Moi, ça a été aussi par expérience. Il y a eu des erreurs que j'ai faites. Typiquement, tu te dis, tiens, je verrai quand le projet, quand on aura repris le bull run, à quel niveau je vendrai mon truc. Ça marche jamais comme ça. Tu prends jamais des décisions au moment où tu es en plein marché haussier ou quand tu es en plein marché baissier. Tu diras, bah, si on atteint un bull run, je verrai au bull run quand est-ce que je vais racheter ou quand est-ce que je vais changer mes positions. Non, là, moi, je suis vraiment un fervent défenseur de travailler par anticipation et non pas par rapport à de la réaction au niveau du marché. Et quand on prend des décisions en plein bull run ou quand on prend des décisions en bear market, souvent on est très lié au biais cognitif et c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Moi, ce qui a fonctionné pour moi, justement, c'est de me former au préalable. Je me suis formé pendant plus d'1 an, plusieurs heures par jour, tous les jours, les week-ends, aller à des séminaires, acheter des formations en ligne, acheter des bouquins, sans ne placer un seul euro dans le marché des crypto-monnaies. Pendant 1 an, j'ai fait que me former à l'analyse technique, à l'analyse fondamentale, à comment fonctionnaient les cycles sur le marché des crypto-monnaies, des différents acteurs qui pouvaient exister, des différents domaines d'activité, etc. Parce que c'est pas la même chose d'analyser un projet dans la finance décentralisée que dans les NFT, que sur la GameFi, que sur, je sais pas, sur l'IA. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. Bref, il y a tellement de choses aujourd'hui à savoir et tellement de choses qu'on ne connaît pas aussi. Ça évolue tout le temps, qu'on est constamment en train de se remettre en question. Et donc, le plus important aujourd'hui, c'est de trouver une approche qui nous corresponde, nous. Moi, ce qui a marché pour moi, c'est de prendre le temps qu'il faut déjà pour que je me sente confiant pour prendre mes premières décisions. Voilà. Quand on me disait, c'est bon, c'est maintenant, il faut acheter, machin, si je ne le sentais pas, j'y allais pas, point. Et ça a marché pour moi. Quand je suis rentré, tout le monde me disait que c'était de la merde, qu'il fallait pas rentrer. Bah, finalement, je suis rentré sur le Bitcoin en 2018, quand il était à 3500, 4000 euros. L'Ether, j'en ai acheté à 80 euros jusqu'à 100, 110 euros. Et tout le monde me disait que c'était de la merde, fallait pas acheter à cette époque, ça allait encore descendre, etc. Ça va encore baisser, etc. Et non, moi, les informations et tout ce que j'avais pu creuser comme info jusqu'à maintenant me prouvaient le contraire. Donc, j'y suis allé. Et c'est dur d'être contrariant. C'est dur d'aller contre les gens et d'aller contre de ce que pense la majorité des personnes. Sauf qu'aujourd'hui, bah voilà, si j'ai les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est justement parce que j'ai aussi une certaine partie de contrariant. Et je pense que derrière, il n'y a pas de recette miracle derrière. Plus on a de connaissances, plus on a un esprit critique, moins on considère les choses comme acquis et plus on est capable aussi de pouvoir changer d'opinion.
Parce que ça sert à rien d'être arc-bouté en se disant ce projet-là, c'est la révolution, tous ceux qui ne comprennent pas ce projet, c'est des cons, etc. Enfin, tu sais, on les connaît, hein, les communautés qui sont hyper obtus sur leur manière de présenter les choses, et qu'à partir du moment où tu vas dire ne serait-ce qu'une petite, on va dire une petite critique sur leur projet, on va pas citer de nom, mais je pense que vous savez très bien de qui on veut parler là, mais tu parles de ce projet-là ou de ces projets-là en disant peut-être un inconvénient ou un truc que tu n'apprécies pas dans ce projet, tu vas avoir toute la communauté qui va te tomber dessus en te disant tu comprends rien, c'est de la merde, t'as pas creusé le projet, etc. Alors que c'est des types typiquement qui ont peut-être investi 500 balles dans la crypto, tu vois. Et ça me fait rigoler. C'est des gars qui sont là des fois depuis un an, qui viennent t'expliquer comment fonctionne la crypto ou comment investir, alors que les mecs, ils ont investi 500 balles. Tu vois, des fois, ça me fait rigoler. Nous, on a toujours considéré dans tout le contenu et dans tout ce qu'on propose sur YouTube, Théo, moi, Michael, tout le monde, on n'a pas la science infuse, qu'on peut se tromper, qu'on est OK à pouvoir être critiqué parce qu'en effet, on peut faire des erreurs et on a envie aussi de pouvoir être des fois corrigé si c'est pour apprendre et avoir une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision d'un investissement peut-être qu'on n'avait pas compris de la bonne manière. Et je pense que c'est comme ça que vous allez obtenir des résultats. C'est pas en restant arc-bouté sur un projet en vous disant non mais c'est bon, je vais hold Diamond End, on va tous être ensemble to the moon. Non, ça marche pas comme ça. Quand tu vas te taper un moins 99% dans ta poire en bear market et que ton projet remontera jamais, c'est pas parce que tu feras le Diamond End en écrivant 3 commentaires sur Reddit que ça réaugmentera. Ça fonctionne pas comme ça. Derrière, personne est avec vous, personne sera capable de gérer les risques comme vous. Et derrière, si vous perdez votre capital, c'est vous derrière qui allez en pâtir. C'est pas le vieux mec avec qui vous allez parler sur Reddit ou sur les réseaux sociaux. Donc soyez vraiment très vigilants à ça. Ouais, totalement d'accord. Je peux pas dire grand chose de plus, mais surtout, nous, ce qu'on essaie de faire aussi à travers ces vidéos, et comme tu l'as dit, on n'a pas la prétention d'avoir la science infuse, et bien sûr qu'on peut se tromper. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir cet esprit critique. Mais aussi, nous, on propose des choses qui ont marché pour nous. C'est-à-dire qu'on va pas vous dire faire du trading, voilà, all-in sur des shitcoins. Voilà, et on a aussi un peu de recul par rapport à tout ça. Et je pense qu'on essaie de, voilà, pousse plus quelque chose qui est dans l'investissement long terme. Et c'est vrai, du coup, ça change aussi les perspectives par rapport à ce que vous pouvez entendre, ce que vous pouvez voir. Il y a beaucoup de personnes, voilà, il faut se mettre aussi dans la tête. Il dit, ah, ça peut baisser, je rentre pas encore. Bon, ils ont peut-être raison, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui, au final, passent pas à l'action, qui regardent le prix monter, se dire, ah, mais j'étais au courant de ça. Bon, Bitcoin, j'aurais peut-être pu rentrer quand il était à 3000. Bon, au final, je regarde monter à 17 000. Bon, là, j'ai loupé le train. Ils le revoient descendre à 10 000. Ils se disent, bon, j'attends encore un peu. À 8 000, bon, ça va encore baisser. Et au final, c'est des gens qui rentrent jamais. Donc, voilà, il y a beaucoup de personnes aussi comme on l'a dit un peu plus tôt, qui ont peur, mais qui sont aussi pas prêts mentalement ou qui ont tout simplement pas envie et qui vont vous démoraliser en disant, mais de toute façon, ça marchera pas, ça va se péter la gueule, regarde comment ça a baissé. Mais, personne n'a forcément la vérité. Du coup, il faut faire hyper attention. Et c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, mais dans une logique d'investissement de long terme, il y a quand même peut-être des billets à prendre. On parlait dans une autre vidéo, je dis ça parce qu'on parlait dans une autre vidéo justement de Peter Schiff, donc il y en a qui est un anti-Bitcoin historique. Hein, et c'est vrai que lui, depuis le début, dit que ça va se casser la gueule, que ça va jamais marcher, que ça va tomber à zéro, qu'il n'y a aucune valeur. Et au final, c'est quelqu'un qui est au courant et qui aurait pu profiter de ces opportunités-là depuis presque le tout début, parce qu'il y a son fils qui est intéressé aussi. Et même si lui, il croit profondément que ça ne va pas marcher, que ça pourrait retomber à zéro, dans une logique d'investissement et d'augmentation de capital, il est quand même passé à côté d'une opportunité exceptionnelle. Donc même s'il n'y croyait pas, il a quand même passé plusieurs cycles où il aurait pu investir, mettre en place une stratégie et il n'en a pas profité. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui vont vous dire oui, non, mais c'est la panacée, il faut absolument investir, il faut investir dans les small caps et vous allez faire beaucoup d'argent rapidement, ou il faut faire du trading, et dans une vision hyper court-termiste. Et pour le coup, qui profitent pas du tout des opportunités parce qu'ils se font rect, quoi. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de, voilà, il faut savoir peser ce qui vous correspond. Et je pense que toi comme moi, ce qui fonctionne bien, c'est d'avoir une approche un peu plus réfléchie, posée, réfléchir sur le long terme, parce que c'est vrai que plus on allonge l'horizon d'investissement, déjà on peut peut-être limiter les risques, mais aussi voilà, dans la crypto-monnaie, en retour encore une fois à la rentabilité, à l'historique, c'est là au final où il y a un maximum de rentabilité avec moins de risques. Je sais pas ce que... Qui gagne de l'argent aujourd'hui dans la crypto-monnaie? Si tu poses vraiment la question, qui a gagné de l'argent dans la crypto? Les holders, les fondateurs de crypto et les exchanges. Les traders annihilés, rect, ils ne gagnent pas d'argent.
les chiffres de l'AMF, et ça c'est sur les marchés financiers, c'est pas dans la crypto, 90% des traders perdent 90% de leur capital en moins de 90 jours. Voilà, c'est la règle des 90. Dans la crypto-monnaie, c'est encore pire. Dans la crypto-monnaie, c'est encore pire parce qu'il y a très peu de régulation. Et en plus de ça, il y a des produits à effet de levier qui ont diminué depuis. Mais on pouvait aller à l'époque, je me souviens sur Binance, c'était sur des trucs x 125. Alors, sur un marché qui est volatile, c'est-à-dire que vous mettez un levier x 125, vous mettez votre capital, là, vos petits 1000 euros, vous mettez, OK, x 125, validé, paf, évaporé. Voilà, terminé. Vous avez fait un virement SEPA directement sur le compte de Sisi. Voilà. Vous avez fait un virement SEPA sur le compte de Sisi. Là, il a été content, pour le coup. Les scam weeks là, que vous pouvez avoir en haut et en bas, peu importe, vous vous faites éclater. Ceux qui ont essayé de shorter Luna à l'époque, quand il y a eu le hack, quand il y a eu le problème avec l'UST, le dépeg de l'UST avec le Luna a perdu 95% de sa valeur 3 fois d'affilée. Parce que la tokenomics faisait qu'on avait une hyperinflation lorsque l'UST était revenu, était renvoyé dans le smart contract, on avait plus de Luna qui était mis en circulation. Bref, je crois que c'était en quelques jours, on a eu 3 fois moins 95%. Et bien, même ceux qui shortaient le marché sur cette période sur le Luna, l'écrasante majorité d'entre eux ont perdu de l'argent à cause justement des scam weeks, on a ça des mèches sur ces projets-là, parce qu'il y avait telle grosse volatilité que même si, oui, sur quelques jours, on avait une baisse importante sur cet actif, on se faisait liquider avec justement ces mèches qui remontaient. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec le trading. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais souvent, soit c'est des instits, soit c'est des personnes qui en ont perdu énormément par le passé, qui sont là depuis très longtemps, des personnes qui font du trading depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui savent gérer leur risk management, etc. Et surtout pas des gens qui regardent des vieux tutos sur Internet sur comment gagner de l'argent sur Femex et sur Bybit, quoi. Ça marche pas comme ça. Donc, derrière, il faut savoir que si vous vous orientez vers une stratégie, si pour vous, faire du trading, c'est ce que vous voulez faire, vous pouvez être très bon là-dedans. Et franchement, si vous arrivez à gagner de l'argent avec ça, tant mieux pour vous si ça vous correspond. Mais d'ailleurs, il faut savoir qu'au niveau des statistiques et des probabilités, justement, ça joue vraiment contre vous. Moi, j'ai préféré plutôt opter vers une méthode qui était peut-être plus lente, qui a fonctionné pour moi par rapport à mon niveau de risque. Et puis, je n'avais pas envie d'être toute la journée devant mon écran parce que je faisais plein d'autres choses à côté. Entre mon job salarié, entre l'activité entrepreneuriale, mes investissements, etc. Je n'avais pas envie de passer tout ce temps-là devant le PC. Mais je peux comprendre que pour d'autres personnes, c'est ce qu'ils souhaitent faire. Et encore une fois, pourquoi pas. Pour en revenir une dernière fois à Peter Schiff, c'est quelqu'un de pas bête. Et tu vois, je pense que c'est important de le dire parce que beaucoup de gens, tu vois, on a tous connu quelqu'un autour de nous, tu lui parles de crypto, il te dit c'est de la merde, mais tu sais, le gars, il y connaît rien. Tu vois, il y connaît rien, donc en fait, sa parole, on s'en fout. Et quand tu as des personnes comme Peter Schiff ou comme Warren Buffett aussi, qui te disent la crypto, c'est de la merde, même si on n'est pas d'accord, même si on peut se dire c'est des gens old school et tout, ils ont eu certains résultats financiers, ils sont aujourd'hui riches, ils ont une certaine expertise dans leur domaine de compétences spécifiques. Et je pense qu'il faut écouter leurs arguments pour se dire, bon, est-ce que je suis d'accord avec eux? Est-ce que je ne suis pas d'accord? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Il y a toujours quelque chose à apprendre, toujours quelque chose à aller chercher là-dessus, même si justement on n'est pas d'accord. Et le plus important, ce n'est pas de chercher à avoir raison. Vous n'êtes pas là pour essayer d'avoir raison. Le plus dur, justement, quand on essaye d'avoir raison, c'est après de se remettre en cause. Parce que si on investit sur un projet et on se dit c'est bon, c'est celui qu'il me faut, c'est sûr que celui-ci va marcher, en fait, on retombe dans les travers précédents du Diamond End et du mec qui va hold son vieux shitcoin jusqu'à zéro et qui va se faire annihiler par le marché. De l'autre côté, le fait de se dire, comme le cas de Peter Schiff, le Bitcoin c'est de la merde, ça repose sur rien, ça fait presque 10 ans aujourd'hui qu'il dit ça, même plus. Il est passé à côté d'énormément de résultats et peut-être encore plus par la suite. Le coût d'opportunité, là, il est juste gigantesque. Et je pense qu'à chaque fois, vous devez vous dire, je privilégie éventuellement un scénario, je mets quel type de probabilité? Je sais pas, le Bitcoin, je pense que typiquement, imaginons que ce soit votre point de vue, je sais pas, moi je pense que le Bitcoin, ça va devenir la prochaine réserve mondiale. Bon, ok, vous mettez quel type de probabilité? Allez, 80%, dites-moi c'est 80%. Ok, mais ça veut dire qu'il y a 20% de chances que Bitcoin, ça ne devienne pas la prochaine réserve de valeur mondiale. Et dans le cas où ça ne se passe pas comme prévu, qu'est-ce que vous mettez en place? Et toujours prévoir les deux scénarios. Tu vois, le problème de Peter Schiff, c'est qu'il te dit le Bitcoin, c'est de la merde, ça repose sur rien, ça va aller à zéro. 100% de probabilité. 100% de probabilité. Et si il y a, je sais pas, 0,00001% de chance quand même dans sa tête à ce qu'il y ait une possibilité peut-être dans un autre monde à ce que le Bitcoin puisse se développer, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de mettre 0,00001% de son capital peut-être sur cette classe d'actifs, tu vois?
Moi, je mets toujours le pourcentage de mon portefeuille sur la probabilité, entre guillemets, que j'identifie. Tu vois. Si je me dis, tiens, il y a 60% de chance à ce que cet événement-là arrive, bon, bah, je vais agir en conséquence. Si par contre, je me dis, bon, bah, avec toutes les recherches, tout ce que je fais, il y a peut-être 3% de chance à ce que le Bitcoin, par exemple, perdure, bah, je vais peut-être mettre 3% de mon capital sur le Bitcoin. Tu vois. Je trouve que c'est une manière de réfléchir et tout en prenant en compte que vous pouvez aussi vous tromper. Ouais, tout à fait. Après, on va commencer à clôturer la vidéo parce qu'elle est assez longue, mais ça permet de reboucler un peu sur, et faire un petit résumé de ce qu'on a dit. Au final, avoir une stratégie sur le long terme, ça va être non seulement, bon, ça fonctionne très bien, mais ça peut être aussi intéressant, pour revenir sur le sujet des retraites et préparer son futur financier, de mettre en place ça le plus tôt possible et regarder aussi si la crypto, ça peut être intéressant, par rapport à vos plans, parce qu'il y a plein de personnes qui investissent, donc déjà, c'est bien, mais il faut aussi faire les calculs, c'est-à-dire à un moment, si vous dites j'investis 200, 300 euros, j'ai pas forcément envie d'utiliser le levier entrepreneurial, donc c'est ok. Je peux peut-être voilà, me tourner vers un peu plus de minimalisme, réduire mes dépenses, mais il y a quand même un certain niveau au-dessous duquel je veux pas descendre, et c'est aussi ok parce que voilà, tout le monde vit comme il veut, il n'y a aucun souci. Mais du coup, ce que je peux investir tous les mois ou ce que je peux mettre comme effort, dans quoi je l'investis, si je l'investis à 10%, mes 200 euros par mois, mes 300, mes 400 ou même mes 50 euros, enfin ce que je peux faire moi en fonction de ma situation personnelle, combien ça peut faire pour mon futur. C'est-à-dire dans 10 ans, combien peut avoir le capital, dans 20 ans, dans 30 ans. Et c'est vrai qu'en faisant ces calculs-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ne prennent pas le temps de se poser, de voir réellement voilà, les intérêts composés avec les impôts. Sur 40 ans, ma stratégie, elle m'amène où? C'est-à-dire quand j'aurai peut-être l'âge actuel de prendre la retraite, 60 ans, 65 ans, on ne sait pas combien, mais voilà. En gros, voilà, vous avez compris l'idée. Dans ces eaux-là où potentiellement la retraite pourrait être envisageable, ma stratégie actuellement et mon plan, où c'est qui m'amène concrètement, mais en étant réaliste, pas en disant on verra bien, peut-être que ça va, les actions, peut-être que l'immobilier, peut-être, non, avec les données et du mieux que vous puissiez faire, où c'est que vous amène votre plan. Et je pense que pour beaucoup de personnes, ça va être que le plan, en fait, il est peut-être pas suffisant, ou dans l'état actuel, ou peut-être même il n'y a pas forcément de plan, donc ça, c'est pas idéal, mais dans tous les cas, faites ce calcul pour voir justement est-ce que la crypto-monnaie peut être intéressant, et si oui, dans comment vous voulez l'aborder. Et c'est vrai que si vous entrez dans ce domaine-là, peut-être pour préparer votre retraite, il n'y a pas besoin de se presser, il n'y a pas besoin de vouloir faire du court-termisme sur 1 an, 2 ans, aller le plus vite possible, prendre des risques énormes. Il y a peut-être des stratégies un peu plus safe voilà, dans le but de conserver, d'amplier votre capital, mais sur 5 ans, sur 10 ans, voilà, mettre en place des choses. Je sais que c'est pas forcément évident parce que c'est quand même assez récent, mais il faut aussi avoir ça en tête et se dire si je rentre dans la crypto dans le but de complémenter ma retraite ou dans un but plus à final long terme. Si vous avez 25, 30 ans, même 40 ans aujourd'hui, la retraite, si c'est une stratégie que vous mettez en place pour votre retraite, vous avez encore 20 ans pour la mettre en place. C'est énorme. Donc, il n'y a pas besoin forcément de prendre des risques exceptionnels, voilà, ou avoir une stratégie super court-termiste quand il y a d'autres stratégies peut-être un peu plus long terme. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on continue, je pense, de proposer, même si je suis d'accord avec toi, il y a moyen de faire de l'argent partout. Sauf que le problème, c'est que c'est pas vrai. Dans tous les cas, c'est pas simple, et dans tous les cas, c'est pas rapide. Ou alors, il faut avoir beaucoup de chance, mais dans ce cas-là, on parle pas de stratégie d'investissement, on parle de jouer au loto. Et si vous comptez sur la chance, ça sera pas, voilà, il y aura 0,0000001% des gens pour qui ça fonctionnera, et donc vous serez dans la statistique très certainement où ça marche pas pour vous. Donc voilà, j'ai essayé de faire un peu reboucler par rapport à ce qu'on avait dit dans toute cette vidéo. Vous avez compris un peu l'idée, c'est pas, voilà, on ne parle pas que d'investissement en crypto, mais c'est quand même des thèmes transversaux que je pense qu'il est intéressant de traiter. Aussi pour les gens qui sont un peu, voilà, qui savent pas trop comment ça va se passer. Vous n'êtes pas tout seul. On a eu pas mal de retours dans les commentaires pour certaines vidéos où les gens ne savaient pas trop avec qui parler, tout ça, parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont pas beaucoup traitées. Hein. On entend les retraites, voilà, est-ce que 60 ans, j'ai une décote, j'ai pas de décote, je peux partir, je peux pas partir. Mais il y a tous ces sujets qui sont en dessous au final. Pour les générations qui sont peut-être un peu plus jeunes et même, ou pas forcément, mais l'avenir financier, comment on va se passer, est-ce qu'il va revenir, est-ce que je prends du minimalisme, est-ce que je fais de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Au final, c'est des sujets qui sont très liés. Qui sous-tendent toutes ces thématiques qui sont peut-être inconscients, et du coup mettre des mots et
et développer nos idées sur des formats un peu plus longs. Je pense que ça peut aider, voilà, à faire sortir des points de réflexion, même si encore une fois, on n'a pas la science infuse, on vous partage ce qu'on sait au moment donné. Peut-être dans 3 ans, on aura un discours qui aura très certainement changé. Enfin, j'espère, ça veut dire qu'on aura évolué. Mais dans tous les cas, voilà, c'est mettre des mots, faire sortir des thématiques et se donner le temps de le faire, parce qu'il y a aussi beaucoup de formats, voilà, beaucoup plus courts où il faut que ça soit moins de 60 minutes parce que la plateforme elle impose, voilà, à TikTok, à la short. Et au final, on n'a pas le temps de développer vraiment nos propos. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui manque. Voilà, c'est juste voilà, deux personnes qui parlent. Voilà, la vidéo commence à faire, je sais pas combien on en est là, mais elle commence à être assez longue. Mais je pense que c'est quand même important de proposer ce genre de format. Voilà, on se pose, on prend le temps, on explique les choses. Et c'est là où moi je regarde beaucoup de ce type de format de plus en plus. Ça va un peu à contre-pied de tout ce qui se fait, mais c'est là où vraiment ça donne une bulle d'air au final, c'est-à-dire voilà, de pouvoir suivre le fil des pensées et apprendre des choses aussi qui peuvent être intéressantes avec un format qui n'est pas forcément pensé à l'avance. Voilà, nous on parle un peu un ressenti à chaud, à ce qu'on pense, ce qu'on sait actuellement, mais voilà, en tout cas c'est l'idée de ce format qui est un peu plus long. D'un autre côté, j'essaierai de couper les vidéos en fonction des différentes thématiques pour si vous voulez les revoir ou pour si des personnes sont intéressées uniquement par un certain type de sujet, parce que voilà, on peut très bien comprendre, on a parlé de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ça leur parlera pas du tout, mais je pense que pour d'autres, ça peut être intéressant de s'y plonger ou de développer ce qu'ils savent déjà. Donc, j'essaierai de faire ça de notre côté. Et du coup, pour conclure un peu, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la chaîne de Thibaut, donc éternel étudiant, où il parle d'entrepreneuriat, finances personnelles, investissement, donc des sujets qu'on a abordés. Il ne parle pas forcément que de crypto-monnaie, même s'il en parle un peu, donc c'est tous ces thèmes-là en général qui sont transversaux, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous mets aussi pour ceux qui décident, malgré tout ce qu'on a dit, de se lancer dans l'investissement crypto-monnaie, mon e-book. Donc, c'est un guide gratuit pour si vous voulez justement comment débuter, comment mettre en place justement cette stratégie, avoir quelques notions en place et comment commencer à avoir une stratégie et la mettre sur papier et poser la première pierre. Et du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous le dire en commentaire, nous faire un petit retour. Et du coup, on vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut à tous.